qui est une affaire, une QPC 685, qui porte sur certaines dispositions de l'article 10 de la loi du 21 février 2017. Madame la greffière. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 octobre 2017 par une décision du Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération bancaire française portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du petit a du premièrement du paragraphe 1 et du paragraphe 5 de l'article 10 de la loi numéro 17-203 du 21 février 2017. Cette question relative au droit de résiliation annuelle des contrats d'assurance emprunteur a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2017-685 QPC. La SCP Spinozzi et Sureau a produit des observations dans l'intérêt de la partie requérante et de la société Assurance du Crédit Mutuel Vie SA et 8 autres sociétés parties intervenantes les 30 octobre et 20 novembre 2017. Le Premier ministre a produit des observations le 3 novembre 2017. La société Réassurez-moi a demandé à intervenir et a produit des observations à cette fin le 2 novembre 2017. La SCP Pivnica et Molinier a demandé à intervenir dans l'intérêt de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance, de la Chambre syndicale des courtiers d'assurance et de réassurance, et du syndicat français du courtage d'assurance Planète Courtier, et a produit des observations à cette fin les 2 et 20 novembre 2017. Maîtres Mathieu Rago et Nicolas Bavérez ont demandé à intervenir dans l'intérêt de la société Alliance Vie et 10 autres sociétés, et ont produit des observations à cette fin les 3 et 20 novembre 2017. La SCP Boré, Salve de Bruneton et Maigret a demandé à intervenir dans l'intérêt de l'association UFC Que Choisir et a produit des observations à cette fin le 3 novembre 2017. La SCP Bruschi et Associés a demandé à intervenir dans l'intérêt des associations Assurance Emprunteur Citoyen et Rose et a produit des observations à cet effet le 3 novembre 2017. Par courrier en date du 5 décembre 2017, le Conseil constitutionnel a sollicité de l'association AEC la production de l'autorisation prévue dans ses statuts habilitant son président à rester en justice. La réponse à cette mesure a été enregistrée le 6 décembre 2017 et communiquée à l'ensemble des autorités et parties. M. Pinault a décidé de s'abstenir de siéger pour l'examen de cette affaire. Seront entendus aujourd'hui l'avocat de la partie requérante, les avocats des parties intervenantes et le représentant du Premier ministre. Alors, ça fait beaucoup de monde. Donc, il faudra être très concis. Maître Sureau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, je ne prendrai pas l'engagement d'être bref, mais j'essaierai de le tenir en vous demandant toutefois de vous souvenir que je suis seul face à tout le monde. Et que donc, ils vont dire plusieurs fois la même chose alors que vous n'aurez l'occasion de l'entendre de ma bouche qu'en 10 minutes. La question que vous avez à trancher n'est pas si simple qu'il y paraît, elle est surtout recouverte par le mascaret des interventions, des pétitions, des discours publics et des polémiques. Et c'est un fait que le partage du gâteau entre entités privées mobilise mieux les consciences que les libertés publiques. C'est un signe des temps dont nous n'avons, j'imagine, ni à nous féliciter, ni à nous plaindre. Mais je reviendrai tout à l'heure sur cette affaire de gros sous, au service de laquelle mes confrères en grand nombre vont tâcher de mobiliser en foule les bons principes et jusqu'à la chère liberté qui n'en demandait sans doute pas tant. L'assurance emprunteur permet, comme son nom l'indique, de couvrir certains risques pendant la durée du contrat de crédit, notamment immobilier. Il s'agit des risques accidents, maladies et décès. Elle s'exerce sous la forme de contrats d'assurance de groupe ou de contrats individuels et dans les deux cas, le contrat d'assurance emprunteur est l'accessoire du contrat de prêt. Le contrat d'assurance de groupe repose sur un principe de mutualisation. Les meilleurs risques compensent les moins bons dans l'intérêt de la mutualité des assurés. Concrètement, un jeune cadre dynamique, en bonne santé, payera légèrement plus que le coût réel de son risque, mais l'ouvrier, fumeur et usé, paiera beaucoup moins cher que le coût réel du sien propre. À ce titre, l'assurance de groupe favorise l'accès de tous au crédit immobilier et donc l'exercice du droit de propriété. L'Inspection générale des finances l'a d'ailleurs souligné dans un rapport qui est versé à mon dossier. Voilà pour le tableau d'ensemble. Venons-en aux détails. L'article 10 de la loi du 21 février 2017 instaure une faculté permettant à l'emprunteur de résilier chaque année, à date anniversaire, le contrat d'assurance
avec application au contrat en cours à compter du 1er janvier prochain, et d'y substituer les garanties équivalentes. A priori, tout est bien. La liberté s'avance, les droits individuels progressent, une sorte de monopole légal saute, la concurrence nous conduit vers des lendemains meilleurs. Plus de progrès, de joie et de bonheur sous les ailes remplumées du compte d'exploitation, c'est à peu près ce que vous avez lu sous la plume des défenseurs de la mesure et des économistes qu'ils ont payés pour la défendre. Tout est bien. Et la Fédération bancaire française et la Banque postale et le Crédit mutuel ne sont que des vestiges de l'ancien monde, des drogués de la rente, des improductifs biberonnés, bref, des reliques dépassées par le vent concurrentiel et qui rejoindront rapidement au musée des souvenirs légaux le circuit du trésor, le contrôle des changes et les bonifications d'intérêt. À nous le gâteau, à nous les places, et personne ne s'en plaindra, en particulier pas l'emprunteur qui paiera son assurance beaucoup moins cher. Et c'est là où le bât blesse. Ou peut-être que le problème est moins simple, car s'il est si simple, comment expliquer que la quasi-totalité des autorités publiques informées, dans lesquelles je ne compte pas nécessairement le Parlement soumis au lobbying, aient émis les plus vives réserves? La mesure, vous le savez, a fait l'objet de nombreuses mises en garde de l'exécutif dont il n'a été tenu aucun compte. Le Trésor, attaché à la mutualisation inhérente au contrat de groupe, mettait il y a peu, le 27 octobre dernier en avant, par la voix de sa directrice générale, que, je cite, « le métier de l'assureur est justement celui de mutualiser et non pas de fragmenter », fin de citation. Le gouverneur de la Banque de France, le même jour, prônait pour sa part qu'il faut trouver, je cite, « un juste équilibre entre la segmentation et le partage du risque entre assurés. Ce sont les principes de solidarité et de mutualisation consubstantielle à l'assurance qui sont en jeu », fin de citation. Et plus récemment encore, l'autorité de contrôle prudentiel exprimait des réserves. Il ne faut pas pousser trop loin la démutualisation, préconise son vice-président dans une tribune du 21 novembre 2017. On ne saurait évidemment en conclure que le gouverneur ou le Trésor ait rejoint cette cohorte discréditée des chevaliers de la rente que je représente et dont mes adversaires disent tant de mal. Non. C'est simplement qu'ils ont vu un peu au-delà des apparences et qu'ils savent que les dispositions en cause sont trompeuses, non seulement pour certains emprunteurs individuels, mais aussi pour la collectivité des emprunteurs, et cela au-delà même du fait qu'elles atteignent directement la garantie des droits, spécialement s'agissant de leur application au contrat en cours. Quel est, en définitive, le raisonnement des sectateurs de l'article 10? Ils tiennent en quelques points. Rassurez-vous, il n'y aura pas d'écrémage et pas de démutualisation. Quand bien même il y en aurait, ça n'est pas si grave. Nous aussi, nous faisons du social. Et pour finir, la mesure garantit le droit à l'oubli. Vous allez entendre d'ici quelques minutes, je l'imagine, de riches variations sur ces thèmes, à propos desquels j'espère bien que vous exercerez votre droit à l'oubli, tant elles ne sont pas sérieuses. D'abord, la démutualisation n'est pas un mythe, ni l'invention née dans les cervelles échauffées des assureurs de groupe. L'Inspection générale des finances en a souligné la nécessité et la réalité du risque de la démutualisation. Le risque de quelques mots qu'on l'habille, démutualisation ou pas, c'est l'accélération de la segmentation de la clientèle et la tarification au risque réel. Et je parle bien d'accélération. Accélération parce que ce marché est déjà concurrentiel. J'ai parfois l'impression qu'on voudrait vous faire croire l'inverse. La loi Hamon, avant elle la loi Lagarde, permettent de résilier le contrat et de changer d'assureur. Et ce n'est pas comme si cette faculté était restée lettre morte, puisque sur les 275 milliards d'euros de crédits nouveaux pour 2016, 125 milliards sont issus de rachats et de renégociations. Et déjà, à cette occasion, les assureurs individuels ont commencé de faire leur beurre, se concentrant sur les populations les moins risquées, les plus rentables, les meilleurs risques fuient, et dans le cadre collectif de l'assurance de groupe, seuls les moins bons risques restent. Ça n'est pas blâmable d'ailleurs de leur point de vue, mais je trouve un peu fort de café qu'on veuille nous faire passer ça pour un progrès général des mœurs. Car enfin, on commence par nous dire que c'est une bonne chose. L'argument porterait si les marges des contrats d'assureurs de groupe étaient de loin supérieures à celles des contrats d'assurance individuelle. On pourrait alors suspecter une rente, mais ce n'est pas le cas. Les marges sont à peu près identiques, et il en résulte que la mesure induira un transfert des rentes, et non leur égalisation. Que ce transfert ne serve pas les intérêts des populations les plus faibles est une part du problème, mais de toute façon, qu'on ne mêle pas par pitié les grands principes à ce trafic. On nous dit ensuite que ça n'est pas si grave. L'idée qui se cache derrière tout ça est une vieille lune, qui est que la concurrence ne fait pas de perdants. Il est des idées d'une telle absurdité que seuls les intellectuels peuvent y croire, disait Orwell. Nous ne pensons pas en faire partie en disant que par nature, la segmentation tarifaire est incitative pour les bons risques et dissuasive pour ceux qui le sont moins. La fédération et les assureurs de groupe l'ont à mon sens démontré, et un exemple le rappelle. Un couple d'ouvriers fumeurs de 55 ans, habitant Colmar, qui emprunterait 100 000 euros sur 25 ans à 2%, paierait chez un assureur individuel en décès seul 124 375 euros pour 2 têtes assurées à 100%. Il paierait donc plus de frais d'assurance que le montant emprunté. La réalité se passe de longs discours. La segmentation des contrats de groupe est comprise entre 1 et 5.
elle est de 1 à 28 pour les contrats individuels. Concrètement, ces chiffres signifient qu'un écart relatif pour un jeune cadre non-fumeur dans le cadre d'une assurance de groupe évite qu'un ouvrier de 60 ans acquitte un montant de prime 28 fois supérieur dans le cadre d'une assurance individuelle. La mesure attaquée, en accélérant la démutualisation, aurait ainsi comme conséquence des primes si élevées que l'accès au crédit serait compromis pour de nombreux emprunteurs. C'est cela dont il est question derrière les mots savants et le jargon. Vive le profit, au diable les vieux, les pauvres et les fumeurs. Mais ce n'est pas tout. Les assureurs individuels répondent qu'ils font eux aussi du social grâce à la convention AERAS. Et on se demande comment ils peuvent y croire eux-mêmes. La segmentation tarifaire pratiquée par les assureurs individuels s'accompagne d'une sélection médicale plus poussée. Qu'est-ce qui se passe? Un transfert massif des risques les moins bons vers le dispositif AERAS a lieu. Plus de 40% des demandes faites au pool des risques très aggravés proviennent ainsi d'assureurs individuels. Or, l'assureur ne porte plus que 20% du risque emprunteur, puisque les 80 restants sont mutualisés entre l'ensemble des autres assureurs membres du pool et 7 réassureurs. Il s'agit donc bien, en définitive, d'un transfert de risque. Les assureurs individuels mutualisent aussi, mais comme M. Jourdain, sans le savoir. Je conclurai en rappelant sommairement pourquoi la disposition en cause est manifestement contraire à la Constitution. La première raison vient de ce que l'atteinte portée à la garantie des droits par le législateur n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général sérieux. L'idée selon laquelle une faculté plus étendue de résiliation entraînera un gain de pouvoir d'achat pour l'ensemble des emprunteurs est erronée. Le législateur s'est, il est vrai, laissé séduire. Le gouvernement, qui ne le pensait pas vraiment, a eu la faiblesse en séance de ne pas le détromper. Mais cela reste néanmoins inexact. Au-delà de la parenté des marges entre les contrats d'assurance, le tarif pratiqué par l'assureur individuel n'est pas moindre que celui de l'assureur de groupe, pour plusieurs raisons qui se combinent: concentration des efforts sur les meilleurs risques, affichage du prix sur la totalité du prêt alors qu'il existe des remboursements anticipés en nombre statistique suffisant, mode de tarification maximisant les cotisations en début de prêt. La seconde raison vient qu'en tout état de cause, cette mesure est d'autant moins justifiée sous l'angle de la garantie des droits qu'elle introduit plusieurs dissymétries dont l'effet n'a aucunement été mesuré. J'ai parlé de la première, qui concerne la différence entre les personnes à raison de leur âge, de leurs conditions, de leurs habitudes, de leur état de santé, et je n'y reviendrai pas. Et j'ai évoqué dans mes écritures des aspects plus techniques, comme ceux qui sont relatifs aux risques composites, et je m'y reporterai simplement ici. Mais le plus grave, c'est la dissymétrie des relations entre l'assuré et l'emprunteur. La résiliation n'est pas encadrée de manière un tant soit peu sérieuse. A-t-on jamais vu une loi obligeant une partie à respecter de façon absolue ses engagements et donnant à l'autre la possibilité de s'y soustraire de manière tout à fait absolue également? C'est évidemment l'inconstitutionnalité la plus flagrante. À tout ceci s'ajoute une circonstance aggravante: le système tel qu'il fonctionnera si vous ne le censurez pas sera plus coûteux pour tous. Il est de fait, ainsi que le rapport de l'Inspection générale des finances le montre, que les frais généraux attachés aux contrats individuels sont plus élevés que ceux liés aux contrats de groupe, ce qui oblige l'assureur individuel à augmenter ses prix s'il veut conserver son niveau de marge. Remplacer l'assurance de groupe par un modèle d'assurance individuelle est une idée dangereuse. Qui gagne? L'emprunteur. Une concurrence exacerbée qui n'est pas à son avantage, une démutualisation croissante, une complexité accrue et des coûts de fonctionnement supplémentaires. Ce qui est saisissant dans cette affaire, c'est que rien n'y obligeait. Le système avait fait ses preuves au bénéfice des plus faibles. La liberté de choix, d'autre part, était suffisamment assurée par les dispositions législatives antérieures. Rien n'imposait le risque de briser les solidarités au nom du tout pour soi. C'est ce que le législateur a fait en emportant au passage les garanties constitutionnelles. Vous vous souvenez de l'ours et de l'amateur de jardin quand l'ours, voulant chasser les mouches pour plaire à son nouvel ami, je cite, vous empoigne un pavé, le lance avec raideur, casse la tête de l'homme en écrasant la mouche. Nous en sommes là et j'espère bien que vous détournerez ce pavé en déclarant les dispositions en cause contraires à notre Constitution. Merci, Maître. Maintenant, nous allons entendre Maître Bavérez, qui représente la société Alliance Vie et 10 autres sociétés, parties intervenantes. Maître. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Montesquieu remarquait que les lois inutiles affaiblissent les nécessaires. Des lois inutiles, bavardes ou dangereuses, vous en voyez passer un certain nombre. Des lois nécessaires, il y en a finalement assez peu, et il se trouve que celle-ci en fait partie. Et il est malheureusement dans l'esprit du temps qu'on célèbre souvent les lois inutiles et qu'on essaie de contester les lois nécessaires. En rééquilibrant les relations entre l'emprunteur assuré et le prêteur,
La loi remédie en l'occurrence à un dysfonctionnement ancien, avéré, constant de ce marché. Et le législateur s'est en l'espèce conformé et à sa mission et à la Constitution. Le marché de l'assurance emprunteur tel qu'il fonctionne aujourd'hui est dominé par un oligopole bancaire qui en fausse le bon fonctionnement. L'acquisition d'un bien immobilier, c'est l'investissement le plus long, le plus lourd pour un ménage. Et l'accès à la propriété, c'est la première des protections face à des trajectoires professionnelles qui sont de plus en plus hachées et face à des accidents de la vie qui sont de plus en plus nombreux. Or, pour accéder à la propriété, à l'immobilier, il faut emprunter. Et pour emprunter, il faut être assuré. Cette obligation n'est nullement légale, mais elle est absolue, elle est imposée par les banques qui s'en sont emparées pour vendre de manière liée le prêt et l'assurance du prêt. Concrètement, cette situation, vous l'avez vécue, elle est extrêmement stressante. On se retrouve avec une promesse, un dépôt de garantie, une condition suspensive d'obtention du prêt et un délai contraint. Et c'est d'ailleurs ce que remarque l'inspection des finances, qui a donné un constat exact, même si ses conclusions sont contestables. Ces étapes très chronophages demandent une implication forte de l'acheteur du fait des enjeux financiers. Elles ne laissent que peu de temps pour étudier les contrats d'assurance emprunteur et faire jouer pleinement la concurrence. Les prêteurs ont donc intérêt à utiliser cette contrainte de temps à leur avantage, en retardant au maximum l'émission de l'offre contractuelle de prêt. En procédant de la sorte, l'emprunteur, s'il n'est pas satisfait de la proposition finale du banquier, se trouve dans l'incapacité de refuser le crédit, sous peine de devoir renoncer à son bien et de devoir s'acquitter d'une pénalité de 10%. Nous avons donc un déséquilibre complet de cette relation. D'un côté, un acquéreur anxieux de réaliser son opération, disposant d'une information limitée, confronté à des contrats complexes, soumis à la pression du calendrier. Et de l'autre côté, un prêteur qui dispose d'une connaissance parfaite des niveaux de couverture, des structures de tarification, un prêteur qui détermine le calendrier, un prêteur qui seul décide de la libération du prêt. Dans ces conditions, ce marché de l'assurance emprunteur relève clairement du contrat d'adhésion et de la vente liée. La théorie économique, comme vous le savez, retient 4 conditions pour un marché concurrentiel. L'atomicité, l'homogénéité du produit, la libre entrée et sortie et la transparence de l'information. Aucune de ces conditions n'est remplie sur le marché de l'assurance emprunteur. Une infinité d'emprunteurs, un petit nombre de prêteurs, des couvertures et des tarifications complexes, opaques, et a fortiori avec les nombreux rabais consentis aux meilleurs clients des banques, un emprunteur qui ne peut résilier ou substituer son assurance durant la durée du prêt, une information toute entière entre les mains des établissements prêteurs. Et c'est bien pour ça que ce marché, qui est un marché important de 6,5 milliards d'euros, est un marché dominé par un oligopole bancaire, ce qui a été très bien démontré par les travaux parlementaires. Part de marché des banques 88%, taux de marge moyen 50%, taux de marge sur les jeunes ménages 70%. Pourquoi? Parce que qui dit oligopole dit la capacité de sélectionner ses clients et la capacité de fixer son prix. C'est exactement ce que font les banques et c'est pour ça que le législateur s'est déjà emparé de cette situation profondément anormale en 2010 avec la loi Lagarde, puis en 2014 avec la loi Hamon. Mais leurs dispositions ont été vidées de leur portée par les banques. C'est le constat qui a été dressé non par les assureurs, mais par la DGCCRF et le régulateur, la CPR, qui a conclu de son enquête les choses suivantes. Les contrôles sur pièce et sur place réalisés ont permis d'identifier différents freins dans la mise en œuvre du droit au libre choix du contrat d'assurance emprunteur. L'information délivrée à la clientèle sur les conditions permettant de faire usage de ce droit est insuffisante. Certaines modalités de traitement des demandes ralentissent les démarches des demandeurs, voire limitent l'exercice de leurs droits. C'est la même chose pour le comité consultatif du secteur financier, qui a relevé l'absence de remise des fiches d'information et le non-respect des délais pour accepter ou refuser la substitution. Donc, l'oligopole bancaire a fait du droit pour l'acquéreur de choisir son assurance une liberté formelle et le législateur, en l'occurrence, entend en refaire une liberté réelle. De fait, les oligopoles ont de la liberté économique exactement la même conception que les tyrans ou les dictateurs ont de la liberté politique. Cette liberté, elle est excellente pour eux-mêmes,
mais elle est extrêmement désagréable pour les autres. Choisir ses clients, fixer ses prix, décider des clauses du contrat, quoi de plus naturel, quoi de plus sain? Mais affronter des concurrents, adapter des garanties, réduire des marges exorbitantes, c'est assurément là l'horreur économique. Et c'est au nom de ces principes que la FBF prétend dénier au Parlement le droit de légiférer et vous invite, au mépris de votre jurisprudence, à vous substituer à la représentation nationale. Votre Conseil, de manière constante, a toujours veillé à préserver la marge d'appréciation du Parlement afin de lui permettre d'exprimer les choix politiques de notre nation. Et votre contrôle, pour cela, a fortiori dans le cadre d'une QPC, a fortiori pour l'évaluation d'une atteinte éventuelle à des droits ou des espérances légitimes, ne porte pas sur l'opportunité économique. Vous jugez en droit en vérifiant l'existence d'un motif d'intérêt général suffisant. Nous y reviendrons. Mais si l'on veut parler une seconde d'économie, force est de constater qu'on a affiché devant vous, du côté de la Fédération bancaire française, toute une série de vérités alternatives. Jugez-en plutôt. On soutient sans rire que le marché de l'assurance emprunteur se caractérise à l'heure actuelle par une concurrence effective et de nature à garantir le pouvoir d'achat des emprunteurs. Connaissez-vous un marché concurrentiel sur lequel un petit nombre d'entreprises détient une part de marché de 88%? Quant à la garantie, elle existe assurément, mais ça n'est pas la garantie du pouvoir d'achat du consommateur, c'est la garantie des marges des banques, je les ai rappelées, 50%, 70% pour les jeunes, alors que nous sommes dans un pays où le taux de chômage des jeunes est de 22% et où la moitié des 9 millions de pauvres qui habitent dans notre pays ont moins de 30 ans. En fait, vous voyez que l'assureur, en réalité, n'acquitte pas une prime, il est obligé d'acquitter une commission supplémentaire pour avoir accès au prêt. Et la menace de démutualisation est tout aussi virtuelle. Pierre-Alain Muet, qui n'est pas un assureur, disait qu'il s'agissait d'un épouvantail scandaleux. D'abord parce que la mutualisation est au principe de tout mécanisme d'assurance, et ensuite parce que ce sont les banques qui sélectionnent les risques. Et là encore, ce ne sont pas les assureurs qui le disent. Il est aujourd'hui remarquable que les assureurs alternatifs et les mutuelles, qui ne représentent que 12% du marché, prennent en charge 43% des risques aggravés. Et voilà ce que disait le rapport de M. Muet. Les banques utilisent l'ambiguïté entre segmentation par âge et démutualisation en laissant entendre qu'elles utiliseraient les profits considérables dégagés sur les emprunts des jeunes ménages pour couvrir les risques aggravés liés à la santé. Quand on regarde les choses de près, c'est exactement l'inverse. Il est fréquent qu'elles se défaussent des emprunteurs présentant des antécédents de santé. Et laissons parler les associations. Le diabète aujourd'hui touche en France 3,5 millions de nos concitoyens. C'est 5% de la population. Que dit la Fédération des malades du diabète? Seule la couverture mise en place avec le partenaire assureur permet à une majorité de nos adhérents d'avoir une réponse assurantielle adaptée, alors qu'au préalable, ils étaient nombreux à être exclus des contrats d'assurance collectif emprunteur souscrits par les banques en raison de leur pathologie et de ce fait devaient renoncer à leur projet immobilier. Et sur la faculté de résiliation et de substitution, vous observerez qu'il est assez cocasse que les banques la jugent contraire à l'ordre public de protection de l'emprunteur quand elle bénéficie aux consommateurs, mais qu'elle est parfaitement conforme à ce même ordre public quand il s'agit de rachat de crédits entre banques. Et sur le prix, enfin, les marges exorbitantes vont de pair avec des rabais effectués en faveur des meilleurs clients, puisque le crédit immobilier est utilisé comme un produit d'appel. Le juste prix en matière d'assurance, c'est l'équité actuarielle, ça n'est certainement pas la surfacturation de tous. Et j'insisterai là-dessus en disant que, alors qu'on explique que c'est contraire à l'ordre public économique, certaines des banques appliquent déjà ces dispositions, notamment la Banque Postale qui a été citée, BPCE ou le Crédit Mutuel Arkea. Donc une fois qu'on a écarté ces faux-semblants économiques, on voit aisément que l'intervention du législateur est indispensable et que sa conformité à la Constitution ne fait aucun doute. Vous remarquerez qu'en cours de route, rattrapée par une pudeur tardive, la Fédération bancaire française a renoncé à soutenir que la loi violerait le principe d'égalité. Donc, prenons-en acte. Votre contrôle, dès lors, se limite à deux choses. La vérification que l'atteinte éventuelle est minime et ensuite l'existence d'un motif d'intérêt général suffisant. La fameuse atteinte portée aux conventions ou aux espérances légitimes des prêteurs
est minime, voire inexistante. D'abord, la loi ne procède à aucune résiliation du contrat. Elle se borne à instaurer une simple faculté de substitution. Elle ne touche même pas au contrat, elle rééquilibre son cadre. Ensuite, elle maintient le principe de l'adossement du contrat d'assurance au prêt. Elle assujettit le droit de substitution à de nombreuses conditions. En fait, les établissements prêteurs bénéficient d'un véritable droit de refus, ce qui, par ailleurs, invalide les critiques qui avaient été faites à l'époque par l'Inspection générale des finances. Et enfin, il y a une période de transition qui était large et qui était pratiquement d'1 an. Et quand on regarde le fond, il n'existe pas davantage d'atteinte réelle aux droits et aux espérances des prêteurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'atteinte aux primes dues. Un contrat d'assurance, c'est exactement comme un bail ou comme un contrat de travail salarié. C'est un contrat à exécution successive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une prime globale qui serait due sur l'intégralité du contrat. Il n'y a que des primes qui sont dues à chaque échéance de remboursement du prêt. Donc l'assureur n'a pas de droit acquis à un volume de primes. Il a droit aux primes passées et présentes. Il n'a aucun droit sur les primes futures. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le contrat d'assurance, logiquement, s'éteint avec le contrat de prêt, quelle que soit la raison de l'interruption. Et il n'existe pas davantage d'atteinte à des espérances déçues, car l'assureur n'a pas de droit acquis sur les primes futures, pas plus qu'il n'a de garantie sur la durée du contrat. À preuve, les rachats entre banques, qui représentent quand même un contrat sur 5, un crédit immobilier sur 5, ou évidemment l'interruption par la vente du bien. Et ceci est prouvé par le fait que, alors que la durée théorique est de 20 ans, la durée effective des contrats d'assurance emprunteur est de 9 ans. Donc, l'atteinte est extrêmement minime et en revanche, l'intérêt général est extrêmement puissant. Il y a 3 motifs d'intérêt général qui justifient cette mesure. D'abord, la protection des consommateurs et de leur pouvoir d'achat, donc de leur capacité à accéder à la propriété immobilière. C'est l'Inspection générale des finances qui le rappelle, le fait d'être engagé dans une assurance emprunteur sans possibilité de sortie pour la durée d'un prêt et le coût rédhibitoire de cette assurance constituent des contraintes majeures pour le consommateur. Donc, permettre de sortir du contrat, ouvrir le marché, ça favorise de meilleures garanties et ça favorise la baisse des coûts. C'est d'ailleurs exactement ce qui est arrivé dans un autre dossier. Quand en 2013, vous avez décidé d'ouvrir l'assurance complémentaire des salariés, que s'est-il passé? Les garanties se sont améliorées et le coût moyen de cette assurance a été réduit de 6%. Deuxième intérêt général, le bon fonctionnement concurrentiel du marché de l'assurance emprunteur. Il est bien vrai que la concurrence est, dans notre conception française de l'ordre public économique, un simple moyen et non une fin. Et ceci nous distingue de l'utilitarisme anglo-saxon. Mais il n'en demeure pas moins que le bon fonctionnement concurrentiel d'un marché est un motif d'intérêt général, présent, reconnu, protégé par votre jurisprudence, et l'on peine à l'inverse à voir en quoi la défense d'un oligopole pourrait relever de l'intérêt général ou d'un quelconque principe constitutionnel. Enfin, dernier motif d'intérêt général, le rééquilibrage des relations entre la partie faible, le consommateur, la partie forte, les prêteurs. Cette relation est aujourd'hui placée sous le régime d'une double peine pour le consommateur. Il a l'obligation de s'assurer, non par la loi, mais du fait des banques, et il est obligé de s'assurer aux conditions fixées par ces établissements. Donc, cette disposition opère un simple rééquilibrage, sans d'ailleurs faire complètement disparaître l'asymétrie. Il ne fait donc aucun doute que cette loi est très fermement ancrée dans l'intérêt général. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, l'accordaire l'avait compris et explicité dès 1835. Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, c'est le marché non régulé qui opprime et c'est la loi qui affranchit. Vous avez là une loi qui affranchit et c'est la raison pour laquelle vous n'éprouverez aucune difficulté à la déclarer conforme à notre Constitution. Merci. Maintenant, nous allons entendre, pour un exposé également bref, Maître Molinier, qui représente la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance, la Chambre syndicale des courtiers d'assurance et de l'assurance et le syndicat Planète Courtier intervenant. Maître. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Conseil constitutionnel, je ne sais pas si la loi a modifié les prévisions des banques, mais la modification du rôle pose un certain problème dans la mesure où j'avais compris,
fiant à vos usages, que je serai entendu en premier, de sorte que j'avais préparé un exposé de nature générale. Je vais essayer de le rétrécir un peu. Depuis une dizaine d'années, le législateur s'est attaché à introduire progressivement davantage de concurrence dans le domaine de l'assurance de crédit immobilier. Il a voté sur le sujet deux lois essentielles. On l'a rappelé, tout d'abord la loi du 1er juillet 2010, la loi Lagarde, qui a accordé à l'acquéreur d'un bien immobilier le droit de choisir son assureur lors de la souscription d'un prêt bancaire, possibilité qui n'existait pas auparavant. Ensuite, la loi du 17 mars 2014, la loi Hamon, qui a accordé aux souscripteurs de prêts immobiliers le droit de résilier leur contrat d'assurance, mais seulement dans l'année suivant la souscription. Ces réformes n'ont eu toutefois qu'un impact limité, puisqu'en 2016, plus de 80% des contrats d'assurance emprunteurs liés à des prêts immobiliers étaient toujours détenus par des assureurs appartenant au même groupe que les banques prêteuses. Cette situation est extrêmement préjudiciable pour les emprunteurs immobiliers qui, ne pouvant faire jouer la concurrence, acquittent des primes anormalement élevées dans le cadre de contrats au demeurant rigides qui ne sont pas adaptés aux besoins évolutifs des assurés. En face, du côté de la banque assurance, la situation est génératrice de profits anormaux, un seul chiffre, mais combien significatif. En 2016, le coût des sinistres immobiliers pour les assurances partenaires des banques représentait moins de 50% des primes perçues, alors que ce même pourcentage dépassait 75% dans les branches de l'assurance autres que la branche immobilière. C'est pour tenter de remédier à cette situation anormale, concurrentiellement anormale, que le législateur a voté la loi 2017-2003 du 21 juillet 2017. Cette loi comporte à son article 10 deux dispositions dont la constitutionnalité est contestée par la Fédération bancaire française. D'une part, la disposition applicable aux futurs contrats d'assurance, c'est-à-dire ceux qui ont été souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, disposition qui donne aux souscripteurs de ces nouveaux contrats le droit désormais de les résilier chaque année. Et d'autre part, est contestée par la Fédération bancaire française la disposition concernant les contrats en cours, applicable seulement à partir du 1er janvier 2018 et qui permet également à ces emprunteurs de résilier leur contrat et de lui substituer chaque année un contrat présentant des garanties équivalentes. Contrairement à ce que soutient la QPC de la Fédération bancaire française, qui vous a été renvoyée par le Conseil d'État, l'une et l'autre de ces dispositions légales sont conformes à la Constitution. Examinons tout d'abord le cas des contrats futurs, c'est-à-dire ceux souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Pour la Fédération bancaire française, la disposition de la loi donnant aux emprunteurs le droit de résilier chaque année leur contrat et de leur substituer un autre contrat porterait atteinte à la garantie des droits tels qu'ils sont protégés par l'article 16 de la Déclaration de 1789. Invoquant à cet égard de façon abusive votre jurisprudence, la Fédération prétend que cette disposition remettrait en cause, sans motif d'intérêt général suffisant, les effets que les assureurs de groupe, je cite, pourraient légitimement attendre d'une situation légalement acquise. Or, le grief manque par le fait qu'il lui sert de base. Contrairement à ce qui est soutenu par les auteurs de la QPC, les assureurs de groupe ne bénéficient d'aucune situation légalement acquise. La Fédération bancaire française invoque certes l'existence d'une espérance légale dans la pérennité des contrats collectifs, espérance que la loi aurait ruinée, mais c'est jouer avec les mots. Votre jurisprudence ne protège que les situations légalement acquises. Or, les contrats de groupe ne résultent pas de la loi, mais seulement de la pratique des banques et de leurs compagnies d'assurance partenaires. Jamais aucune loi n'a consacré le droit pour les banques d'imposer à leurs clients la souscription de contrats d'assurance de groupe distribués par des assureurs partenaires. Jamais le législateur n'a donné l'espérance et encore moins l'assurance de la pérennité de ces contrats collectifs. Aucune violation de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ne peut donc être reprochée en ce qui concerne les contrats d'assurance conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2017. J'en viens maintenant à la disposition de la loi concernant les contrats en cours,
qui permet aux souscripteurs de prêts immobiliers de résilier chaque année ces contrats en leur substituant des contrats présentant des garanties équivalentes. Vous jugez de façon générale que, sauf à méconnaître les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789, le législateur ne peut pas apporter au contrat légalement conclu une atteinte qui ne serait pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Votre contrôle est un contrôle de proportionnalité, mais vous ne substituez pas votre appréciation à celle du législateur, vous l'avez répété maintes fois, mais vous confrontez la gravité de l'atteinte portée au contrat en cours avec le bien fondé des motifs d'intérêt général justifiant cette atteinte. Tout d'abord, l'atteinte au contrat en cours. Ici, tout de même, la gravité de cette atteinte doit être sérieusement relativisée pour plusieurs raisons. En premier lieu, il n'existe aucun, je l'ai déjà dit, mais il n'existe aucun droit pour les banques d'imposer à leurs clients immobiliers la souscription de contrats d'assurance auprès de leurs assureurs partenaires. La prohibition faite à ces clients de résilier leur contrat pendant toute sa durée ne correspond pas de la part des banques à l'exercice d'un droit, mais correspond à une simple pratique qui vient paralyser le droit, qui est un véritable droit, celui-ci, normalement reconnu à tout assuré, au besoin, en payant des pénalités, d'obtenir la résiliation anticipée de son contrat. C'est le premier point. Deuxième point, l'atteinte au droit est tout de même limitée, dans la mesure où la loi ne comporte pas d'effet automatique et n'affecte pas directement les contrats conclus. Elle donne seulement aux souscripteurs la faculté, s'ils y ont intérêt, s'ils le souhaitent, de résilier le contrat, ou peut-être d'ailleurs, plus prosaïquement, de négocier et d'obtenir de la part de leur ancien assureur la renégociation de leur contrat sur des bases plus avantageuses pour eux. En troisième lieu, la résiliation n'est possible que si l'assuré propose un contrat de substitution présentant des garanties dont l'équivalence est contrôlée par la banque, qui peut discuter ces garanties et, le cas échéant, les refuser. Enfin, la loi prévoit, en ce qui concerne la résiliation des contrats en cours, une application différée, 1er janvier 2018, c'est bientôt, pour permettre aux assureurs de groupe de s'organiser, étant rappelé d'ailleurs que la faculté de résiliation n'est ouverte chaque année qu'à la date anniversaire du contrat, ce qui ménage une application étalée dans le temps. Alors, sans contester réellement tous ces points, la Fédération bancaire française fait valoir que la loi du 21 juillet 2017 porterait une grave atteinte à l'attente légitime des assureurs partenaires de banque, dans la mesure où elle irait à l'encontre de la mutualisation qui caractérise le mode de fonctionnement des assurances de groupe. Elle fait valoir que la faculté de résiliation annuelle entraînerait fatalement le départ des meilleurs risques vers des contrats plus avantageux, sans que les assureurs de groupe puissent compenser ces départs par un ajustement des primes, ce qui est impossible dans les contrats de groupe. L'avocat de l'association UFC Que Choisir s'expliquera en détail sur cette question de la mutualisation, qui n'est en réalité qu'un faux prétexte pour les banques de maintenir derrière ce paravent dont elles cherchent à faire un bouclier une situation anticoncurrentielle exagérément profitable. En définitive, s'il est exact que la loi porte une atteinte certaine, non automatique, au contrat en cours, cette atteinte est somme toute limitée, pour les raisons que je viens indiquer, et certainement pas disproportionnée par rapport aux motifs d'intérêt général poursuivis par le législateur. Quels sont ces motifs d'intérêt général? Tout d'abord et principalement un motif économique. Le législateur a clairement voulu, dans le prolongement des lois Lagarde et Hamon, introduire une concurrence effective sur le marché de l'assurance crédit immobilier, marché inégalitaire, oligopolistique, dans lequel les souscripteurs prient des primes excessives, sans commune mesure, avec les risques qu'ils représentent réellement pour les compagnies. Le législateur a estimé que cet objectif d'intérêt général ne pourrait être véritablement atteint que si la réforme ne s'appliquait pas seulement aux futurs contrats, au fur et à mesure de leur souscription, mais également de façon plus massive au stock des contrats en cours. Il a considéré que la réforme manquerait son objectif si elle laissait de côté les 8 millions de contrats d'assurance immobilier en cours, souscrits à long terme pour des durées comprises en général entre 15 et 20 ans. C'est pourquoi, soucieux de rétablir un fonctionnement concurrentiel du marché et par là de redonner du pouvoir d'achat aux assurés, le législateur a étendu la faculté de résiliation annuelle aux contrats en cours. Vous avez déjà jugé, pas maintes fois, à plusieurs reprises, que l'objectif de corriger des abus de puissance économique se traduisant par des pratiques de prix et de marge élevées
constituer un motif d'intérêt général justifiant que la loi puisse porter atteinte à des conventions légalement conclues. C'est l'objectif économique, il y en a deux autres. Il y a d'abord le motif pris de ce que le législateur a voulu permettre l'adaptation des contrats d'assurance à la situation effective des assurés qui ont des besoins en couverture qui évoluent au gré des aléas de la vie, par exemple en cas de chômage ou en cas de maladie. Or, les contrats de groupe ne permettent pas ces adaptations. Et par ailleurs, le législateur a voulu permettre le droit à l'oubli. Dans les contrats de groupe, l'assuré qui a été malade continue à payer des primes d'assurance dont le montant reste fixé en considération d'une pathologie qui peut avoir disparu. Ici encore, les contrats de groupe ne permettent pas de renégocier ces contrats pour ménager le droit à l'oubli, ce que vous expliquera de façon plus précise l'avocat de l'association Assurance Emprunteur Citoyen. J'observe pour ma part, et j'en aurai terminé, qu'il existe dans la présente affaire des motifs d'intérêt général avérés et puissants qui justifient de façon tout à fait suffisante l'atteinte portée à des contrats d'assurance, certes légalement conclus, mais dans le cadre inégalitaire et non concurrentiel des contrats de groupe. Au bénéfice de ces observations, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir déclarer constitutionnelles les dispositions législatives qui font l'objet de la QPC. Merci. Nous passons à Maître Save de Bruneton, avocat au Conseil, qui va s'exprimer, et comme son dernier confrère ensuite, rapidement, s'il le veut bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, je serai en effet très bref. J'interviendrai ici juste pour dénoncer quelques mystifications auxquelles se livre la Fédération française des banques. Il est en effet surprenant de voir des banques prétendre défendre l'intérêt des consommateurs. Pour ajouter au bestiaire qui vous a d'ores et déjà été présenté, c'est un peu le loup qui prétend protéger la bergerie au lieu et place du législateur. Il suffit d'ailleurs de reprendre très brièvement, je vous rassure, l'argumentation des banques pour pouvoir aviser les quelques mystifications auxquelles elles se livrent. La première d'entre elles consiste à invoquer les intérêts des compagnies d'assurance, qui sont certes ses filiales, mais l'intérêt propre des banques résulte d'un chiffre que mon confrère a oublié, car s'il invoque ici le droit à l'oubli, c'est plutôt d'une amnésie totale qu'il souffre. Car le premier des chiffres qui stigmatise l'attitude des banques est celui qui résulte du rapport de l'Inspection générale des finances, qui a souligné que les banques reçoivent de leurs filiales assurances des primes, des commissions d'apport d'affaires qui représentent 44% des primes. Voici quel est l'intérêt des banques qui viennent de stigmatiser à l'instant les puissances de l'argent. Voici quel est leur intérêt. 44% des primes versées par les assurés sont reversées par les compagnies d'assurance aux banques sociétés mères qui leur ont apporté ces contrats. Voici la première des mystifications. La deuxième, maintenant, c'est cette invocation cumulative et en réalité source de confusion entre la démutualisation et la solidarité. La démutualisation, mon confrère l'a rappelé, est au cœur du système de l'assurance. Mais mon confrère se réfère à des notions d'assurance, à l'assurance telle qu'elle était pratiquée par les mutuelles au XIXe siècle. Il a, je pense que c'est une nouvelle manifestation de sa propension à l'oubli, il a simplement quasiment oublié un siècle de législation. En effet, comment fonctionne aujourd'hui l'assurance? Je ne vais pas vous faire un cours très long, juste quelques précisions. Le Code des assurances précise que les compagnies d'assurance doivent représenter les risques par des actifs. Ce sont les actifs possédés par les compagnies d'assurance que le Code des assurances définit avec précision qui garantissent leur solvabilité. C'est à cela que tient la solvabilité d'une compagnie d'assurance, au montant, à l'importance et à la nature de ses actifs, et non pas au flux de ses assurés. Ce sont les mutuelles du XIXe siècle qui dépendaient pour leur solvabilité de la masse de leurs assurés, mais pas les compagnies d'assurance modernes. Ainsi, il faut quand même rester un peu sérieux, et on peut manquer d'être surpris de lire sous la plume des banques qu'un déficit de primes par rapport aux primes nécessaires à la couverture du risque réel pourrait engendrer un risque d'insolvabilité. C'est totalement inexact. Ces compagnies d'assurance doivent représenter les risques grâce à leurs actifs. Et si elles ne le font pas, elles agissent en toute illégalité. Ça, c'est la première dimension, la démutualisation. Maintenant, la solidarité. On nous l'a dit, à l'aide d'exemples savamment choisis, dans le système actuel, les bons risques viendraient en quelque sorte en aide aux mauvais. Alors, il faut quand même souligner le choix méticuleux
qui a présidé à l'exemple qui vous a été donné. Un jeune ménage d'ouvriers bénéficierait du système actuel. Mais non, les qualifications professionnelles sont totalement étrangères à tout ça. La seule chose qui compte actuellement, c'est le risque de santé et d'invalidité. Dans le système actuel, les bons risques de santé et d'invalidité, tranchons le mot, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas malades, surpayent par rapport aux emprunteurs qui, eux, présentent davantage de risques. Quels sont ces emprunteurs? Ce sont les personnes un peu plus âgées qui présentent davantage de risques de maladie et d'invalidité. Donc, dans le système actuel, un jeune ménage d'ouvriers ayant des revenus modestes qui souhaite emprunter pour acquérir sa résidence principale va payer un surcoût de prime qui viendrait en aide à un ménage beaucoup plus âgé qui disposerait de revenus bien plus importants et qui veut emprunter pour acquérir une résidence secondaire. Où est la justice sociale dans un tel système? Je vous le demande. Pourquoi est-ce qu'une compagnie d'assurance, dont ce n'est pas l'objet, viendrait ici faire de la solidarité? La jurisprudence du Conseil d'État relative aux crèches et aux cantines scolaires est à cet égard édificative. Le Conseil d'État juge qu'une personne de droit public ne peut pas faire de la redistribution de richesses lorsque tel n'est pas l'objet du service qu'elle est chargée de mettre en œuvre. Ainsi, une municipalité ne peut pas faire payer aux ménages les plus aisés un surcoût pour la cantine pour venir en aide aux ménages les plus défavorisés. Eh bien, cette règle élémentaire devrait s'appliquer aux compagnies d'assurance. Ça n'est pas à elles de faire de la solidarité, ce d'autant qu'on peut douter qu'elles le fassent et qu'elles le font de façon totalement opaque. Si quelqu'un doit faire de la solidarité, c'est naturellement le législateur. Il le fait par la sécurité sociale et il le fait notamment grâce à ces conventions AREAS qui ont déjà été évoquées, ces conventions montrant par ailleurs que d'ores et déjà dans le système actuel, les mauvais risques ne trouvent pas à s'assurer. Donc, comment fonctionne cette fameuse solidarité dont on vous a chanté et vanté les mérites, puisqu'elle laisse quand même en dehors du système actuel un certain nombre de mauvais risques qui ont dû être pris en charge par les pouvoirs publics et qui ont mis en place cette convention AREAS. Je ne reviendrai pas par ailleurs sur les causes du système actuel qui procèdent d'un mauvais fonctionnement de la concurrence. Simplement, juste d'un mot pour vous dire que l'autorité de la concurrence a stigmatisé une concurrence faussée qui est à l'origine de ces taux de rentabilité exorbitants. Je dirais, puisque le temps m'est compté, un dernier mot très bref sur les attentes même des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance prétendent que leurs attentes, on a vu qu'elles étaient totalement illégitimes, seraient déjouées. Mais à quoi pouvaient-elles s'attendre? Car avant cette nouvelle loi, la question de l'application du droit commun des assurances, qui ménage à l'assuré une faculté de résiliation annuelle, avait été très discutée. Cette question n'a jamais connu de réponse certaine avant l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2016. Et avant cet arrêt de la Cour de cassation, de nombreuses cours d'appel s'étaient prononcées dans des sens divergents. Plusieurs d'entre elles avaient notamment d'ores et déjà décidé que l'assuré bénéficie, conformément au droit commun des assurances, d'une faculté de résiliation annuelle. Et fait qui peut sembler anecdotique, mais qui en réalité ne l'est pas, la Cour de cassation, par son arrêt du 9 mars 2016, a soulevé un moyen d'office. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que l'équipe entière d'éminents juristes qui travaillent au profit des banques et des compagnies d'assurance qui sont leurs filiales n'avait jamais imaginé le raisonnement qui sera finalement adopté par la Cour de cassation pour évincer le droit commun des assurances et la faculté de résilier annuellement qu'il aurait reconnue par ce droit commun. C'est donc que la solution était des plus incertaine et que les assureurs ne pouvaient pas miser sur la continuation de leur contrat garantissant l'emprunt jusqu'au terme de l'emprunt. À cela s'ajoute qu'en pratique, les remboursements anticipés des contrats d'emprunt sont extrêmement fréquents. Le phénomène n'a fait que s'amplifier ces dernières années, puisque, à la suite de la baisse des taux d'intérêt, une plus grande partie encore des emprunteurs renégocient leurs prêts et le rachètent, ce qui conduit à un remboursement anticipé, ce qui montre de plus fort que les assureurs ne pouvaient même pas compter raisonnablement sur la poursuite de leur contrat d'assurance jusqu'au terme des contrats de prêt. C'était une situation exceptionnelle, de sorte qu'ils n'avaient pas d'attente
ces attentes étant par ailleurs totalement illégitimes, ainsi que cela vous a été démontré. C'est la raison pour laquelle je conclus que la loi est parfaitement constitutionnelle, et je vous remercie. Merci. Dernier intervenant, avocat, Maître Broussy, qui représente l'assureur emprunteur en citoyen et l'association Rose, partie intervenante. Maître, nous vous écoutons pour une intervention réellement courte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, la question à laquelle vous devez répondre aujourd'hui porte sur la constitutionnalité d'une liberté contractuelle si évidente pour tous les Français dans leur vie quotidienne que l'on finirait par l'oublier. Celle tout simplement de pouvoir librement choisir et pouvoir changer d'assureur tous les ans en matière d'assurance crédit comme pour toutes les assurances. Cette nouvelle liberté contractuelle qu'a consacrée le législateur depuis de nombreuses années est un progrès, quoi que l'on dise, pour tous les consommateurs. En quoi ce progrès menacerait-il les droits et les libertés publiques garantis par la Constitution? Les associations que je représente, à savoir AEC pour les assurés emprunteurs et Rose pour les assurés atteints de la maladie du cancer, voudraient redire l'importance de cette liberté à leurs yeux et montrer qu'elle ne remet nullement en question les droits et les libertés dont seraient victimes des assureurs affiliés aux banques, bien au contraire. Je limiterai mes propos à la seule question d'une éventuelle atteinte à la garantie des droits et au maintien de l'économie des contrats légalement conclus, qui serait susceptible, selon la Fédération bancaire, d'introduire une application immédiate de la loi au contrat d'assurance en cours au 1er janvier 2018, et je me rapporte pour le surplus à mes écritures. De quels droits acquis et garantis s'agirait-il? Du droit de modifier les clauses du contrat légalement conclu? Assurément pas, le contenu des polices n'est pas du tout concerné par la future loi. Sa force obligatoire n'est pas non plus atteinte, ni pour l'assureur, ni pour l'assuré. Du droit acquis aux primes perçues déjà encaissées, pas plus. Les assureurs conservent, bien entendu, les primes encaissées jusqu'en 2018. La loi n'a aucun effet rétroactif. Il s'agit, comme on l'a déjà dit, d'une simple faculté à l'avenir pour un assuré de changer éventuellement d'assureur dans des conditions légales bien précises. Le futur article L313-30 du Code de la consommation met des conditions de mise en œuvre qui vont permettre au prêteur, le cas échéant, de refuser la résiliation ou même de retenir la responsabilité de l'assuré. Il ne s'agit en aucun cas d'un droit discrétionnaire pour l'assuré. En quoi alors le droit à l'encaissement de primes futures qui disparaîtrait éventuellement pour certains assureurs et conduits serait-il atteint constitutionnellement? Les assureurs crédits peuvent-ils prétendre à une protection constitutionnelle qui porterait sur toute la durée de leur contrat et à leurs droits sur leurs primes futures? Encore faudrait-il que les primes futures soient certaines dans leur existence. Or, ces primes ne seront pas nées juridiquement après le 1er janvier 2018. Il faut rappeler ici que dans les contrats à exécution successive, les obligations naissent au fil du temps, même si leur contenu a été fixé à l'avance. Et tel est bien le cas des assurances emprunteurs où les primes sont dues périodiquement. Du reste, l'assureur crédit ne dispose d'aucune garantie sur la durée de son contrat, et donc sur l'encaissement des primes à venir, dans les hypothèses de revente de l'immeuble ou de rachat du crédit. Dans ces cas, les primes à venir ne sont pas dues, nonobstant un prétendu lissage dans le temps qui ferait que l'assureur subirait un déficit de primes du fait de l'interruption anticipée du contrat. Il n'y a donc pas une prime, mais des primes qui naissent à chaque mensualité de remboursement du prêt. Cette particularité, on le voit, justifie parfaitement qu'une loi nouvelle puisse s'appliquer aux droits non encore nés dès son entrée en vigueur. En réalité, cette loi qui instaure le droit de résiliation remet simplement en question la manière de mettre fin à la loi contractuelle des parties d'une façon qui n'existait pas au moment où le contrat d'assurance a été conclu. Le législateur n'a pas résilié le contrat d'assurance lui-même, mais offre simplement cette faculté aux emprunteurs qui pourront choisir de l'exercer ou de ne pas l'exercer. La loi n'a-t-elle pas ici une force normative supérieure à la loi des contrats, en prévoyant une faculté de résiliation qui n'existait pas au moment où le contrat d'assurance a été souscrit? Surtout que cette faculté de résiliation annuelle existe dans beaucoup d'autres systèmes juridiques que le nôtre, sans soulever la moindre atteinte aux droits et libertés fondamentales. Certes, cette faculté est réservée à l'assuré consommateur dans le secteur protégé du logement. Mais les locataires et les consommateurs disposent déjà de longue date, précisément de prérogatives destinées à les protéger et à rééquilibrer leurs relations contractuelles
par la reconnaissance de droits de résiliation propres à la partie faible et relevant d'un ordre public économique de protection. Cet impératif de protection des consommateurs est susceptible de justifier, là aussi, l'application immédiate de la réforme au contrat en cours. En décider autrement, ce serait alors prendre le risque de faire coexister deux régimes dans le temps entre deux catégories d'assurés, ce qui provoquerait, pour le coup, des atteintes à l'égalité bien plus critiquables et bien plus réelles. Inégalité d'abord entre les consommateurs, tout d'abord, qui n'auraient pas les mêmes droits selon la date de conclusion de leur prêt, avec des régimes transitoires délicats articulés en pratique, consommateurs qui, lorsqu'ils seraient dans les agences de banque, ne comprendraient pas pourquoi ils ne pourraient pas tous profiter de ce nouveau droit en même temps. Inégalité entre les assurés anciens malades ensuite. Spécialement aux anciens malades bénéficiaires du droit à l'oubli, qui est une particularité française, qui ne pourront l'exercer effectivement qu'en changeant d'assureur. Actuellement, ces assurés en cours de crédit sont considérés comme toujours en risque aggravé de santé, même s'ils sont guéris depuis des années, et se voient toujours imposer surprime et exclusion de garantie. L'effacement réel de leur passé maladie suppose qu'ils puissent changer dès 2018. Leur fermer cette porte en réservant les faveurs de la loi nouvelle aux nouveaux emprunteurs serait une source d'injustice supplémentaire en les enfermant dans une logique contractuelle contraire à leur droit à l'oubli de leur maladie passée et guérie. Le futur article L313-30 du Code de la consommation, dans sa version consolidée, doit ainsi permettre à tous les emprunteurs, futurs et aussi présents, de véritablement choisir et de changer d'assurance, spécialement les consommateurs dont la situation patrimoniale ne leur permet pas d'envisager un rachat de crédit, ou ceux dont la situation familiale ou sociale rend les assurances emprunteurs complètement inutiles du fait du chômage ou d'un divorce. Et puis bien sûr des anciens malades qui souhaitent bénéficier du droit à l'oubli. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, l'association AEC, l'association Rose, vous demande de bien vouloir décider que l'application immédiate des dispositions de la loi en question est conforme à la Constitution. Merci, Maître. Monsieur Blanc, pour Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, je serai moi-même très bref. Je ne présenterai que de très brèves observations sur chacun des deux griefs qui ont été invoqués à l'encontre des dispositions contestées de l'article 10 de la loi du 21 février 2017. Le nouveau droit de résiliation annuelle institué en faveur de l'emprunteur ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi. Il bénéficie en effet à l'ensemble des détenteurs de contrats d'assurance, sans exception, dans les mêmes conditions et sans distinction entre ceux-ci. Les dispositions de la loi n'instituent donc directement ni même indirectement aucune différence de traitement entre les emprunteurs. Selon les circonstances et leur situation propre, chacun des assurés peut ne pas avoir le même intérêt à exercer cette faculté, mais la loi ne réserve pas pour autant le droit de résiliation à une catégorie de personnes déterminées qui en seraient seules bénéficiaires. Et dans ces conditions, l'argument selon lequel le droit de résiliation annuelle serait prioritairement utilisé par les emprunteurs présentant les meilleurs profils de risque, à supposer que cela soit le cas, n'est pas, en toutes les autres causes, de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'égalité. Par ailleurs, l'application de la loi au contrat en cours ne méconnaît pas non plus la garantie des droits qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Vous admettez en effet que le législateur puisse modifier le cadre légal qui est applicable aux conventions en cours, à condition toutefois que l'atteinte portée au contrat légalement conclu soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Et c'est le cas de l'article 10 de la loi du 21 février 2017. Comme l'a indiqué le ministre de l'Économie et des Finances devant le Conseil d'État, le droit de résiliation annuel institué au profit des emprunteurs répond à un motif d'intérêt général qui consiste à accorder une meilleure protection aux emprunteurs. Les dispositions contestées visent en effet à remédier au déséquilibre de la relation contractuelle qui permet dans les faits aux établissements de crédit, lorsqu'ils fournissent également à l'emprunteur l'assurance de leur prêt immobilier, de pratiquer des marges élevées. Le législateur a ainsi cherché à favoriser la concurrence entre les opérateurs pour améliorer la situation économique des emprunteurs. Au regard de ce motif d'intérêt général, l'extension au contrat en cours de la nouvelle faculté de résiliation n'a pas porté une atteinte excessive aux situations légalement acquises ni aux effets légitimement attendus de ces situations. Et c'est pour ces raisons que j'ai l'honneur donc d'inviter le Conseil constitutionnel à déclarer les dispositions contestées du grand 1 et du grand 5 de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 conformes à la Constitution. Merci, Monsieur Blanc. Y a-t-il des questions? Non? Donc nous allons réfléchir à tout cela et nous rendrons notre décision publique le 12 janvier 2018. L'audience est levée. Merci beaucoup. Bonne journée.